Merci, Dr. Jeanne. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier vivement Donc, tout d'abord, je viens remercier vivement tous les membres du syndicat tunisien des médecins libéraux, section Sousse, de m'avoir invité pour participer à cette journée. C'est à la fois un grand honneur et un immense plaisir pour moi, et je suis particulièrement ravi de faire cette présentation devant mon maître, monsieur le professeur Taïb Ejemi. Il faut savoir que les maladies infectieuses représentent la deuxième cause de décès dans le monde. Les infections bactériennes sont responsables de 17 millions de décès par an dans le monde. Je vous rappelle que lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 55 millions de décès. Donc c'est environ 2 fois plus meurtrier que la Deuxième Guerre mondiale. Les infections à bactéries multirésistantes étaient responsables d'environ 25 000 décès par an aux États-Unis et en Europe. Le coût des infections à bactéries multirésistantes prises en charge à l'hôpital aux États-Unis était de 41 milliards de dollars. C'est environ 3 fois le budget de la République tunisienne. Ceci a poussé les gens à considérer qu'il s'agit d'une véritable crise, l'antibiorésistance. Puisque du moment où la pénicilline a révolutionné la médecine dans les années, à partir des années 20 et a sauvé des millions de vies par an, actuellement, on se retrouve avec des infections qu'on ne peut pas traiter parfois avec les antibiotiques disponibles. CDC, Centers for Disease Control, aux États-Unis, considère que l'antibiorésistance est une menace. Nightmare bacteria, c'est des bactéries qui posent des cauchemars. Catastrophic threat, menace catastrophique, et aucun pays du monde n'est épargné avec des niveaux d'atteinte différents. Une diapo pour définir les bactéries multirésistantes, en fait c'est très complexe, mais j'ai choisi cette définition qui est la plus simple. Ce sont des bactéries résistantes à au moins 3 familles d'antibiotiques auxquelles elle est naturellement sensible. Le mécanisme de résistance, nous avons tous dans notre organisme des bactéries qui font partie de la flore. Comment ça? Vous voyez ces bactéries en bleu et qui sont sensibles aux antibiotiques et des bactéries en rouge qui sont résistantes. Quand on donne un antibiotique, il y a le fameux phénomène de sélection de mutants résistants. Donc les bactéries multirésistantes existaient déjà. On donne un antibiotique pour une infection à raison ou à tort. Parfois c'est une infection virale, parfois ce n'est pas une infection du tout. Une fièvre d'une autre origine. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des bactéries en rouge qui se multiplient, qui ce sont des bactéries multirésistantes. Et plus grave que ça, ces bactéries se transmettent entre elles des gènes de résistance. La diffusion des BMR est très facile. Et là, déjà, j'insiste sur un point, ce n'est pas l'antibiothérapie en médecine humaine seulement qui est responsable de l'émergence de la diffusion des BMR. Il ne faut pas oublier la médecine vétérinaire. Donc les BMR sont partout, dans les selles des hommes, des animaux. Ensuite, ces selles contaminent les végétaux. Il y a des transmissions croisées entre les humains, dans les milieux de soins et même en communauté. Donc la diffusion de ces bactéries est très facile. Les principales bactéries multirésistantes sont en nombre de 18. Les dernières, je n'ai pas mis, mais j'ai choisi les menaces urgentes et les menaces dites sérieuses aux États-Unis. Pour ce qui est des menaces urgentes, Clostridium difficile en Tunisie, on n'en a pas, ou au moins c'est l'impression que nous avons parce qu'on ne cherche pas, mais surtout, c'est les entérobactéries qui sont résistantes au carbapénème. Klebsiella, par exemple, qui est résistant à l'imipénème, vous savez bien qu'on est désarmé. Très souvent, on se trouve avec des bactéries sensibles uniquement à la polymécine, plus ou moins à rifampicine. Sinon, il y a la cénitobactère multirésistante, les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu. En pratique, c'est des entérobactéries, E. coli, Klebsiella, Proteus, etc., qui sont résistantes aux céphalosporides de 3e génération, donc céphotaxime, la ceftriaxone, très souvent au quinolone et très souvent à la plupart des autres antibiotiques. Très souvent, on est amené à prescrire des carbapénèmes. Entérocoques résistants à la vancomycine, jusqu'en 2011, on n'avait pas ce problème en Tunisie. Que je vais vous montrer après que ça a commencé à émerger depuis 2011.
Pseudomonas aeruginosa multirésistant, c'est-à-dire résistant à la ceftazidine, à la piperacillin azobactam et à l'imipénène. Heureusement, en Tunisie, je vais vous montrer aussi ce qu'on a. Heureusement que Pseudomonas ne pose pas le problème d'augmentation de la multirésistance. Et à la fin, le Staphylococcus aureus meti R. Je vous ai mis quelques chiffres donc, de multirésistance dans le monde. Je commence par la Russie, où les taux de résistance d'Escherichia coli est de l'ordre de 70% pour le céphotaxime, et pour les fluoroquinolones, il est de l'ordre de 60%, ce qui est un taux très élevé. En Turquie, je ne vois pas bien d'ici, mais aussi c'est des taux très élevés de l'ordre de 50 à 60%. En France, en 2017, par contre, les taux de résistance sont bas, de l'ordre de 7% pour les céphalosporines de 3e génération, et pareil, je ne vois pas, mais c'est de l'ordre de 10% pour les fluoroquinolones. On arrive en Tunisie. Le laboratoire de recherche de la faculté de médecine de Tunis élabore d'ailleurs depuis plusieurs années, depuis 2004 je pense, des taux de résistance en Tunisie, et je vais vous montrer les données les plus récentes. En fait, 9 CHU ont été inclus, 7 CHU de Tunis et 2 CHU de Sfax. Les taux de résistance, on commence par l'Escherichia coli, qui est l'entérobactérie, le BGN le plus fréquemment responsable d'infection à BGN. Vous voyez, pour le céphotaxime, le taux de résistance global est de 20%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Gentamicine, 15%, ciprofloxacine, 26%. On va voir l'évolution. À la limite, les chiffres vus comme ça peut ne pas être très inquiétant, mais quand on voit l'évolution de ces résistances, vous voyez qu'à partir de 2011, il y a une nette recrudescence des bactéries multirésistantes, donc une stabilité des taux de résistance de 2004 à 2011, et ensuite vous voyez que ça grimpe. Pour Klebsiella pneumoniae, des taux de résistance encore plus importants, céphotaxime de l'ordre de 40 à 45%, gentamicine 35%, ciprofloxacine 35%. L'évolution, vous voyez, donc pour les C3G, les taux sont en train d'augmenter, mais de façon pas très importante. Par contre, vous voyez, pour les carbapénènes, à partir de jusqu'en 2011, on avait zéro souche résistante au carbapénène, et vous voyez, à partir de 2011, on est actuellement jusqu'à 15% de résistance de Klebsiella à l'imipénène et à l'ertapénène. Pour ce qui est de Pseudomonas aeruginosa, heureusement que les taux de résistance aux principaux antibiotiques actifs sur Pseudomonas, en l'occurrence la piperacillin azobactam, la ceftazidine, l'imipénène, n'ont pas augmenté. Donc, c'est des taux qui sont relativement stables, de l'ordre de 20%. Acinetobacter baumannii, nos amis réanimateurs surtout, souffrent. C'est les malades en fait qui souffrent, secondairement les médecins. Vous voyez des taux de résistance à tous les antibiotiques qui sont de l'ordre de 90-95%. Il ne reste que la colimicine. Avec les ruptures de stock de temps en temps, ça peut nous mettre dans des impasses thérapeutiques. Staphylococcus aureus, environ 20% de staph meti-R, et là, le taux est à peu près stable, sauf qu'on a augmenté de 2015, qu'il a augmenté de 2015 à 2017. Une bactérie multirésistante émergente, l'entérocoque résistant à la vancomycine, et l'entérocoque, donc l'espèce d'entérocoque qui pose problème, ce n'est pas entérocoque fécalis, c'est entérocoque faecium. Regardez le taux de résistance à l'ampicilline, 90%. Genta au niveau, c'est-à-dire, vous savez que la résistance de l'entérocoque à la gentamicine, c'est une résistance naturelle. Quand c'est une résistance bas niveau, on peut l'associer à une bêta-lactamine ou un glycopeptide. Quand c'est haut niveau, ça ne sert à rien de l'associer. Donc regardez, 56%. Et regardez la résistance à la vancomycine, c'est actuellement 38%, alors que en 2011, et jusqu'en 2011, on avait 0 entérocoque résistant à la vancomycine. Ainsi, en passant en revue les données tunisiennes, qu'est-ce qu'on constate? On constate une augmentation significative des taux de bactéries multirésistantes
et notamment les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération et aux fluoroquinolones. Et réellement, nous aussi, ça commence à nous poser un véritable cauchemar dans notre service. Parce qu'il y a 5-10 ans, je dirais, ou 7-8-10 ans de ça, la prescription du carbapénem, c'était un événement dans notre service, un événement, je dirais, indésirable. Actuellement, pratiquement, toutes les semaines et 2 semaines, on prescrit une carbapénem. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave, je dirais. Pour les quinolones aussi, avec des taux de résistance de 25 à 30%, avant, dans les infections urinaires autres, les infections masculines avec fièvre ou les pyélonéphrite aiguë, c'était très facile. Les malades qu'on traitait en ambulatoire, c'était une fluoroquinolone, on était très à l'aise avec ça. Ce n'est plus le cas actuellement. Et les recommandations tunisiennes de la prise en charge de l'infection urinaire ne mettent plus les fluoroquinolones en première intention pour ces infections. On prescrit plutôt soit une C3G injectable, soit même on est revenu à la prescription des aminosides. Et troisième bactérie qui pose problème, c'est l'entérocoque résistant à la vancomycine. Pour le staph métier, les taux étaient stables, mais entre 2015 et 2017, ça a augmenté de façon significative. Ce grand problème de santé publique mondiale a amené l'OMS à élaborer un plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Et ce plan contient 5 axes stratégiques. Le premier, c'est de mieux faire connaître le problème de la résistance à travers les médias, l'éducation, la formation, et ces journées entrent dans le cadre de mieux faire connaître le problème de la résistance bactérienne aux antibiotiques. D'ailleurs, je vous remercie pour ce thème. Quelque chose de très important, il ne faut pas oublier la médecine vétérinaire et l'agronomie. Il n'y a pas que la médecine humaine où on prescrit des antibiotiques. Au contraire, c'est éventuellement plus prescrit dans la médecine vétérinaire. Deuxième axe de lutte contre l'antibiorésistance, c'est de renforcer les connaissances et les bases factuelles par la surveillance et la recherche. C'est grâce aux données que je viens de vous montrer qu'on a établi, qu'on est sûr, certain, que le problème de multirésistance est un vrai problème de santé publique en Tunisie. Ce n'est pas basé sur des impressions, c'est basé sur la surveillance. La justification des avantages et de la rentabilité des mesures pour combattre la résistance aux antibiotiques. Aussi, il faut justifier la rentabilité de ces mesures. Troisième point, réduire l'incidence des infections par des mesures de prévention et d'hygiène. Prévention, essentiellement la vaccination. On va voir comment ça réduit l'incidence des infections et des prescriptions d'antibiotiques. Et l'hygiène qui diminue la transmission des infections et qui n'est pas moins importante que la vaccination. Un mot sur la vaccination. La vaccination prévient les infections bactériennes, par exemple la pneumocoque Haemophilus influenzae. Elle réduit la prévalence des infections virales aussi. Donc, puisque ça diminue l'incidence des infections bactériennes, ça va de soi, ça diminue la prescription des antibiotiques. Et aussi, un deuxième mécanisme, c'est en réduisant la prévalence des infections virales. Les infections virales, d'une part, sont souvent traitées à tort au moyen d'antibiotiques, et d'autre part, peuvent entraîner des surinfections bactériennes qui nécessitent la prescription d'antibiotiques, et ainsi, en diminuant l'incidence des infections, on réduit la prescription d'antibiotiques. Quatrième point, optimiser l'usage des antibiotiques en santé humaine, animale et dans l'agriculture. Comment? À travers des consensus locaux, malheureusement on n'en a pas encore, mais j'espère qu'on va en élaborer, et des référents locaux. Et là, à l'hôpital Farhat Hached, le service de maladies infectieuses, nous avons, depuis 3, 4, 5 ans, il faut dire que nous sommes tous disponibles pour donner des avis à des médecins, donc, que ce soit à l'hôpital ou de libre pratique, et nous avons un médecin dédié pour donner des avis dans le cadre d'une équipe mobile d'infectiologie, d'antibiothérapie. Dernier objectif stratégique, c'est dégager des arguments économiques en faveur d'investissements durables tels que les vaccins, les nouveaux médicaments, et comparer les coûts d'inaction versus l'intervention. Et là, comme vient de le dire mon maître, le professeur Gemni,
il ne faut pas trop compter sur les nouveaux antibiotiques. Pourquoi? Parce que la plupart des firmes pharmaceutiques se sont désinvesties de la mise sur le marché de nouveaux antibiotiques et seulement quelques firmes s'investissent encore. Et comme l'article l'appelle, ils ont soulevé ce défi, ce challenge. Regardez les ventes des nouveaux antibiotiques, c'est 10 à 15 fois moins que les ventes d'autres nouveaux médicaments mis sur le marché. C'est-à-dire, pour les nouveaux antibiotiques, les ventes en millions de dollars sont 10 à 15 fois moins. C'est entre 10, je ne vois pas ici, mais c'est entre 10 et 15 fois moins par rapport aux nouveaux médicaments. Ainsi, donc pour finir, la résistance bactérienne aux antibiotiques, comme je viens de vous le montrer, est un véritable problème de santé publique, aussi bien dans le monde qu'en Tunisie, qui risque de devenir un véritable fléau. Une stratégie de lutte globale est nécessaire, aussi bien en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire et que dans le domaine de l'agriculture. Elle passe par la vaccination, la mise sur le marché de nouveaux antibiotiques et par les autres mesures telles que l'équipe mobile d'infectiologie et tant d'autres mesures de bon usage d'antibiotiques en général. Donc je finis par ça, les antibiotiques. L'antibiorésistance, vous avez parlé des études, vous avez parlé du risque en cours vis-à-vis de ce problème, mais je pense qu'on peut faire 1000 études, mais les vraies solutions, ça passe par la législation des lois et pour lutter contre l'automédication, contre la prescription abusive des antibiotiques et la livraison auprès des pharmacies des antibiotiques sans ordonnance. Donc on a ce problème même en pédiatrie. Donc juste pour le pneumocoque, donc on a un taux de résistance qui affleure les 70% pour le pneumocoque. Donc avec aussi le problème de vaccination. Donc vous avez insisté sur le problème de la vaccination. Donc on a le pneumocoque ne figure pas parmi les bactéries sur le calendrier vaccinal de l'enfant. Donc en 2018, en fin 2018, donc la ministère de Santé publique elle a introduit, l'accord qu'elle va l'introduire en temps de l'introduction, mais ce problème de pneumocoque et la prescription des antibiotiques à tort et à travers par des préparateurs de pharmacie ou bien par même les parents qui prennent les antibiotiques sans les terminer. C'est par là qu'on doit passer pour lutter contre ce problème. Merci, Marouane. De façon très rapide, je vais vous répondre. En fait, pour les mesures de bon usage des antibiotiques, je n'en ai pas parlé, mais c'est deux mesures. Il y a des mesures structurelles. Le dossier médical informatisé, par exemple, l'amélioration du diagnostic microbiologique, etc. Des mesures restrictives, telles que celle-là, par exemple, on peut se dire pourquoi il n'y a pas une législation. Une autre question. Alors, je voudrais poser une question et en même temps une réflexion. Ces dernières années, on a constaté que d'une manière inhabituelle, on a des angites érythématopultacées avec des bronchites, donc ce qui n'était pas habituel du tout dans notre expérience. Donc déjà, j'exerce depuis au moins une vingtaine d'années, et donc juste les 2 dernières années, on remarque qu'on a des angines érythématopultacées avec des bronchites. J'ai entendu parler du fait de ne plus traiter systématiquement les angines érythématopultacées
En fait, parce que c'est pas sûr que ça soit un streptocoque, ça peut être juste du pus, c'est tout. Et là, ça se confirme. Donc c'est peut-être, je dirais que c'est peut-être une infection virale qui est multisymptomatique, donc une rhinite avec une bronchite, avec une angine, qui ne serait pas due à un streptocoque. Et là, c'est logique de ne pas traiter par un antibiotique. Mais en contrepartie, on est un pays endémique en matière des rares. Donc on a la hantise du RA. Donc quelles sont les dernières recommandations? Et pour les objectifs de l'OMS, j'ai vu qu'il faut qu'il y ait des consensus et des références locaux. Eh bien, je vous prie de bien vouloir diffuser ces références et ces consensus, parce que ça rend service à tout le monde et ça rend service en premier lieu aux citoyens tunisiens, et ça diminuerait le coût de santé en Tunisie. Il y a une association qui est l'Alliance contre la résistance aux anti-infectieux, qui a été fondée, qui est présidée par Mohamed, le professeur Maltaïf, chef du service de maladies infectieuses à Sousse. Et malheureusement, jusque-là, on n'a pas entamé beaucoup d'activités, mais pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, on a parlé de ce point. J'espère, je ne vous promets pas que ce soit dans la semaine ou dans le mois, mais on va faire de notre mieux, effectivement, pour élaborer des recommandations de prise en charge des infections en première et en deuxième ligne, et même en troisième ligne. Pour ce qui est de l'infection, donc, vous avez tout dit, je pense, l'association d'une angine et d'une rhinopharyngite ou d'une bronchite plaide en faveur et traite en faveur d'origine virale. Le caractère purulent, il n'est pas bien sûr pathognomonique d'infection bactérienne. Maintenant, est-ce qu'on peut se permettre de ne traiter aucune de ces infections en sachant qu'il y a un risque de RA, mais dont l'incidence a beaucoup diminué? Je pense que ça revient au bon sens du médecin. Il peut attendre peut-être 2 ou 3 jours, ne pas donner d'antibiotiques et voir l'évolution jusqu'au moment où, j'espère, un jour, on aura le test de diagnostic rapide. Parce que si on avait ce test, ça aurait été très facile. Merci.